Bonjour à tous, bienvenue ici, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Aujourd'hui, je vous lis un texte inspirant de John Perry, La procrastination, l'art de reporter au lendemain. La procrastination, oui, mais structurée. Voici des mois que j'aurais dû écrire cet essai. Pourquoi ai-je fini par m'y mettre? Parce que j'ai du temps libre? Et non, j'ai des copies à corriger, des commandes bibliographiques à passer, un projet de la National Science Foundation à évaluer et des thèses à diriger. Si j'ai décidé de me lancer dans cette entreprise, c'est justement pour me soustraire à toutes ces corvées. Telle est l'essence de ce que j'appelle la procrastination structurée. Stratégie épatante dont j'ai découvert qu'elle transforme les procrastinateurs en foudre de guerre, respectés et admirés pour leur zèle infatigable et le bon usage qu'ils font de leur temps. Benchley affirmait qu'il est possible de tout faire, à condition de ne jamais faire exactement ce que l'on est censé faire. Benchley venait de mettre le doigt sur un axiome fondamental qui n'a sans doute pas échappé à d'autres fins connaisseurs de la nature humaine. Procrastiner, c'est remettre au lendemain ce que l'on devrait faire le jour même. La procrastination structurée est l'art de mettre à profit cette faiblesse de caractère. Mais attention, procrastiner n'équivaut pas à ne rien faire du tout. Le procrastinateur est rarement inactif. Il s'adonne à des activités utiles, mais marginales, comme jardiner, tailler des crayons ou griffonner un diagramme. Pourquoi s'emploie-t-il à ces activités? Parce qu'elles sont prétexte à se soustraire à une tâche plus importante. Si le procrastinateur n'avait rien d'autre à faire que de tailler des crayons, aucune force au monde ne pourrait l'y pousser. Afin qu'il soit motivé pour s'acquitter d'une besogne pénible, urgente ou importante, il faut que celle-ci lui permette d'éviter une autre besogne plus importante encore. La procrastination structurée consiste à organiser la liste des choses que vous avez à faire de manière à pouvoir tirer parti de ce constat. Celles qui vous semblent les plus urgentes et les plus importantes seront en tête de liste. Mais plus bas figurent aussi des tâches incontournables, s'y consacrer est un bon prétexte pour ne pas s'acquitter des tâches prioritaires. En jouant sur les divers niveaux de priorité, le procrastinateur devient un citoyen utile qui peut même, comme moi, acquérir une réputation de bourreau de travail. En termes de procrastination structurée, mon expérience la plus marquante remonte à l'époque où mon épouse et moi-même étions chercheurs résidents à Soto House, une cité universitaire de Stanford. En fin de journée, alors que j'avais des copies à corriger, des cours à préparer, des charges administratives, j'allais jouer au ping-pong avec les étudiants, bavarder dans leur chambre ou lire le journal. J'ai acquis la réputation du plus sympa des chercheurs résidents et l'un des rares profs du campus disponible et qui s'intéressait aux étudiants. Imaginez un peu, passer ses soirées à des parties de ping-pong pour ne pas s'employer à des activités plus importantes et acquérir ainsi une réputation de maître à penser. Souvent, les procrastinateurs s'y prennent tous de travers. Ils s'efforcent de réduire autant que possible leurs engagements en partant du principe que s'ils ont peu de choses à faire, ils arrêteront de procrastiner et les accompliront enfin. Cette stratégie va à l'encontre de la nature même du procrastinateur. Elle annihile sa motivation principale. Les quelques corvées qui demeurent sur sa liste seront forcément les plus importantes et le seul moyen de s'y soustraire consistera à ne rien faire du tout. À mon avis, c'est le perfectionnisme qui mène à la procrastination. Ne me définissant pas moi-même comme un perfectionniste, j'ai mis longtemps à saisir le lien entre procrastination et perfectionnisme. Souvent, les procrastinateurs ne savent pas qu'ils sont perfectionnistes pour la bonne raison qu'ils n'ont jamais rien accompli de parfait. Personne ne nous dit jamais que notre travail est parfait et nous-mêmes, nous n'avons pas l'impression qu'il l'est. Nous nous imaginons que pour être perfectionniste, il faut forcément s'acquitter parfaitement d'une tâche. Ce raisonnement passe à côté de la logique même du perfectionnisme. Le perfectionnisme dont il est question ici
est purement fantasmatique, sans aucun rapport avec la réalité. Voilà un exemple. Quelqu'un me charge d'un travail, mettons qu'un éditeur me demande d'évaluer un manuscrit, de me prononcer sur sa qualité et son éventuelle publication. J'accepte cette mission. Aussitôt, ma vie fantasmatique prend le relais. Je m'imagine déjà écrire le compte-rendu le plus excellent qui soit. Je m'imagine lire attentivement le manuscrit et en souligner les passages susceptibles d'être améliorés. J'imagine l'éditeur recevoir mon rapport et s'exclamer « Chapeau bas, c'est le meilleur compte-rendu que j'ai jamais reçu ». Dans mon fantasme, mon compte-rendu est percutant, impartial et sert autant à l'auteur qu'à l'éditeur. D'où viennent ces fantasmes ? Dieu seul le sait, ou peut-être mon psychanalyste. Il est possible que mon père ne m'ait pas suffisamment félicité quand j'étais petit, à moins qu'il ne m'ait couvert de louanges un jour, où par le plus grand des hasards je m'étais acquittée d'un travail. Ces fantasmes sont peut-être inscrits dans mon patrimoine génétique, et peu importe. À force de procrastiner, j'ai fini par m'autoriser à rendre un travail loin de la perfection, pour m'acquitter de cette mission qui de toute façon ne demandait pas un travail parfait. Tant que l'échéance reste lointaine, j'ai encore le temps. Mais à mesure que la date limite approche, voire qu'elle est dépassée, je n'ai alors plus le temps de produire un travail parfait. Je dois donc me résoudre à produire un travail imparfait mais acceptable. Les fantasmes de perfection font place aux fantasmes d'échec, et c'est ainsi que je me mets enfin au travail. Au bout du compte, je m'en suis pas trop mal sortie. J'ai fini par écrire mon rapport. Certes, mon compte-rendu n'était pas parfait, mais il était honorable. La procrastination structurée a donc fait ses preuves. Le procrastinateur structuré n'est sans doute pas l'homme le plus efficace du monde, mais en laissant libre cours à ses idées et à ses énergies, il parvient à accomplir toutes sortes de choses à côté desquelles il serait passé s'il s'était astreint à un régime plus contraignant. Félicitez-vous pour ce que vous avez réalisé et surtout, profitez de la vie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce texte vous a inspiré. Je trouve que c'est une approche qui est un peu différente sur la procrastination et qui permet de comprendre que ça peut être une motivation, en fait. Éviter de faire des choses importantes peut devenir une motivation. Donc je trouve que c'est un pas de côté, une façon un peu décalée de voir la procrastination qui peut être aidante. Après, je relativise aussi la notion que j'ai lue dans ce texte sur la perfection, puisque de mon point de vue, la perfection n'existe pas et c'est surtout une notion extrêmement subjective. Ce qui permet, en prenant conscience de ça, d'enlever un maximum de pression. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci de m'avoir écouté.